Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre TVC Nouvelles du 17 septembre 2020. En manchette ce soir, augmentation de cas en Ontario. Se dirige-t-on vers un reconfinement dans la province? La frontière terrestre canado-américaine reste fermée. Rentrée parlementaire, dis-je bien, à Queen's Park pour Amanda Simard. Et des étudiants qui se font critiques concernant la rentrée scolaire. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario et le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark vont travailler en étroite collaboration avec les écoles et les conseils scolaires locaux. Ça, c'est dans le but de gérer les cas de COVID-19 pendant la réouverture des écoles ce mois-ci. Les deux bureaux de santé ont déjà commencé à travailler avec les conseils scolaires à la mise en place des lignes directrices du ministère de l'Éducation. Des équipes d'infirmières et infirmiers en santé publique ont été mobilisés pour gérer le retraçage des contacts, la gestion des cas et les suivis auprès des écoles et des familles. Les écoles ont également augmenté leurs procédures de contrôle des infections qui seront activées advenant un cas de la COVID-19. Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO, a indiqué cette semaine que la priorité est de veiller à ce que l'année scolaire soit la plus sécuritaire possible pour tout le monde. Il dit qu'avec le retour en classe en personne, il est possible qu'on trouve des cas de COVID-19 dans les écoles locales, et c'est déjà fait. Mais il veut rassurer les parents en leur spécifiant que des plans sont en place pour identifier rapidement des cas. Des mesures de prévention des infections aideront à protéger les étudiants et à minimiser la propagation du virus dans les écoles. Alors, s'il y a un cas confirmé de COVID-19 dans une école, bien, la santé publique commencera immédiatement à travailler avec l'école pour enquêter sur toute exposition possible et pour retracer et isoler les contacts du cas. C'est arrivé, il y a des cas dans une école à Ottawa. Les familles seront informées du cas dès que possible et recevront des informations et des instructions. Les parents d'enfants qui peuvent avoir été exposés, par exemple, au cas, seront, eux, contactés directement par la santé publique et ils recevront des directives spécifiques. L'état des cas et des éclosions sera également affiché sur les sites web des conseils scolaires et de leurs bureaux de santé respectifs, ainsi que sur ceux des écoles qui ont un site web, bien sûr. Alors, l'école activera également ses procédures de contrôle des infections, y compris le nettoyage et la désinfection de la salle de classe et de toute autre zone touchée de l'école. En cas d'éclosion dans l'école, la santé publique déterminera par son enquête s'il est nécessaire d'annuler les classes ou de carrément fermer l'école. Le docteur Roumeliotis comprend qu'une communication transparente en temps opportun est importante non seulement pour aider à atténuer, dis-je bien, les inquiétudes, mais aussi pour garder les élèves en aussi bonne santé que possible. Alors, il précise que bien que tous les efforts soient déployés pour tenir la communauté scolaire informée, bien, il existe également une obligation de protéger la confidentialité de toute personne chez qui la COVID-19 est confirmée. Il demande aux familles d'éviter de spéculer ou de propager des rumeurs sur des cas possibles, surtout en ligne. Il est important de se rappeler que la vie privée des enfants doit être respectée. Dr Roumeliotis souligne aussi qu'avec la rentrée scolaire, il y aura un retour inévitable de la propagation des infections courantes, comme le rhume et la grippe, qui surviennent chaque année. Beaucoup de ces infections comprennent des symptômes respiratoires qui peuvent être similaires à ceux de la COVID-19. C'est la raison pour laquelle le docteur Paul Roumeliotis demande à tout le monde de rester vigilant face aux symptômes potentiels de la COVID-19 et aussi de rester à la maison s'ils sont malades ou présentent des symptômes. Il faut cependant être en garde contre les conclusions hâtives selon lesquelles tous les symptômes respiratoires ou les absences de l'école sont liés à la COVID-19, car dans de nombreux cas, les symptômes peuvent être dus à d'autres causes. La santé publique et les conseils scolaires demandent aux parents d'utiliser un outil de dépistage anonyme en ligne chaque jour
pour déterminer si leur enfant a des symptômes et s'il peut aller à l'école. Alors, l'outil donne également des conseils sur des mesures à prendre si quelqu'un présente des symptômes. Les enseignants, le personnel scolaire et toutes les autres personnes qui entrent dans l'école devront aussi procéder à un autodépistage et rester à la maison, bien sûr, s'ils ont des symptômes. Alors, pour consulter le plan de la rentrée de votre conseil scolaire local, on peut consulter les sites web de Upper Canada District, School Board, Catholic District School, Board of Eastern Ontario, Conseil scolaire de district catholique de l'Est de l'Ontarien, Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Alors, la courbe de progression des nouveaux cas continue de monter en Ontario. On a enregistré 315 nouveaux cas en Ontario cette semaine, en plus de 29 000 tests qui ont été faits en moins de 24 heures. Christine Elliott, ministre de la Santé en Ontario, a expliqué que près de 80 des cas proviennent de Toronto, avec 112 nouveaux cas là-bas, Peel, qui en compte 71 nouveaux, et Ottawa, qui affiche 60 nouveaux cas. Et puis, on estime que 64 des nouveaux cas enregistrés, ça touche les moins de 40 ans. Alors, le total des cas depuis le début de l'épidémie s'élève désormais à plus de 45 000. Plus de 40 000, par exemple, en sont guéris. Plus près de nous, la cité de Clarence-Rocklin compte 41 cas, dont 9 actifs. Ça a augmenté depuis la semaine dernière. Les cas actifs ont diminué. Et Alfred Plantagenet compte 46 cas et 1 actif. Alfred Plantagenet, il y avait 0 actif la semaine dernière. Ce sont les 2 endroits les plus touchés sur le territoire du BSEO. Donc, Doug Ford a dit hier que la province imposera de solides amendes les plus élevées du pays pour toutes les personnes qui ne respecteront pas les directives de la santé publique. Et puis, le gouvernement de Doug Ford songe de nouveau à réduire la taille des rassemblements dans certaines régions de l'Ontario. On reviendrait au rassemblement de 50 personnes à l'intérieur et 100 personnes à l'extérieur. C'est un retour en arrière. Face à la hausse inquiétante des nouvelles contaminations par la COVID-19 en Ontario, Doug Ford dit qu'une autre période de confinement établie de manière régionale pourrait être mise en œuvre. Le premier ministre en appelle à la responsabilité des résidents et particulièrement à celle des personnes qui participent à des rassemblements. Lors d'un de ses points de presse, il a dit que son gouvernement sait qu'une deuxième vague rôde. Il espère avoir tort, mais selon lui, elle s'en vient. Devant l'augmentation des cas, le premier ministre a dit que toutes les options sont maintenant possibles pour contenir la propagation, y compris un nouveau confinement. Doug Ford a dit hier que la province imposera, il était très fâché, la province imposera de solides amendes les plus élevées du pays pour toutes les personnes qui ne respecteront pas les directives de la santé publique. Le premier ministre répète que l'ampleur de cette vague dépendra de la responsabilité de chacun. Il demande à chaque personne de se conformer aux directives de santé. Doug Ford s'en prend particulièrement aux personnes qui se rendent dans des rassemblements sociaux. Alors, tous les responsables disent la même chose. Les gens deviennent négligents. Selon lui, un petit pourcentage de gens ne respectent pas les protocoles sanitaires. Puis ça peut faire exploser beaucoup de choses, même si sont peu nombreux. Et le président de l'AHO, Anthony Dell, il a déclaré que l'accélération, des taux d'infection à Toronto, à Peel et à Ottawa pourrait se propager dans le reste de l'Ontario si les gens ne respectaient pas les directives de santé publique. Et puis, concernant les tests de dépistage, le premier ministre se dit fatigué de voir les nombreuses files d'attente où les gens peuvent attendre plusieurs heures. Des changements pour améliorer les services sont prévus très bientôt, a-t-il dit. Et encore une fois, le premier ministre Doug Ford demande à la Cour d'appel de l'Ontario d'empêcher la publication des lettres de mandat de ses ministres. Les lettres de mandat contiennent des directives données par le premier ministre aux membres de son cabinet. La prédécesseure de M. Ford, Kathleen Wynne,
les avait pourtant dévoilés, tout comme le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le gouvernement Ford rétorque que les lettres de mandat reflètent les délibérations du cabinet et elles ne devraient pas être assujetties à la loi sur l'accès à l'information. Il y a 2 ans, c'est le réseau d'information anglophone CBC qui avait fait une demande d'accès à l'information. Et dans un jugement rendu le mois dernier, la Cour divisionnaire de l'Ontario va trancher en faveur de CBC et ordonner à la province de verser 17 000 $ aux diffuseurs publics pour ses frais d'avocat. Encore une fois, CBC News a appris que le gouvernement fédéral a décidé de garder la frontière terrestre canado-américaine fermée jusqu'au 21 octobre, a-t-on appris. Une source ayant une connaissance directe de la situation et qui a parlé à CBC à la condition de ne pas être nommée, a déclaré que les Canadiens devraient s'attendre à la possibilité que la frontière reste fermée plus longtemps. La source a aussi déclaré à CBC News que le gouvernement fédéral attend de voir des preuves que la pandémie de COVID-19 aux États-Unis soit gérée efficacement avant que le gouvernement n'envisage d'ouvrir des voyages non essentiels entre les 2 pays. Selon cette même source, la fermeture pourra se prolonger, dis-je bien. La fermeture a entraîné, on le sait, une baisse spectaculaire du trafic entre les 2 pays, bien que les travailleurs essentiels puissent toujours traverser par voie terrestre. Le gouvernement fédéral a également pris des mesures pour freiner le mouvement des Américains qui passent par le Canada pour se rendre en Alaska. Les voyageurs américains à destination de l'État du Nord ont été limités à 5 passages dans l'Ouest canadien et doivent s'engager à emprunter une route directe. Mais certains ne respectent pas cet ordre et restent plus longtemps au Canada. Eh bien, pour la première fois depuis le 21 juillet dernier, les députés ontariens ont repris le chemin de Queen's Park pour la session d'automne en début de semaine. Mais ce retour en Chambre ne s'est pas fait comme d'habitude à cause de la COVID. Et le sujet de l'heure touche le retour à l'école parce que plusieurs députés libéraux et du NPD, oui, dis-je bien, contestent la façon de faire du clan Ford. La députée libérale de Glengarry Prescott Russell nous raconte comment la rentrée s'est déroulée. Alors, une fois de plus, je suis avec Amanda. Amanda, c'était la rentrée parlementaire aujourd'hui à Queen's Park. Comment ça s'est déroulé? Parce qu'il y a la pandémie, il y a des choses spéciales mises en place? Oui, alors on a pris des mesures pour assurer de bien respecter les mesures de distanciation physique à la législature parce qu'on est 124 députés en chambre. Alors même pour voter, tout ça, on a limité le nombre de personnes, de députés dans la chambre. On s'est entendu sur des chiffres. Alors, pour nous, les libéraux, on est 2-3 à la fois en chambre, soit si on parle, si on pose des questions. Et pour voter, on ne vote plus à nos sièges en chambre. On a passé une motion pour pouvoir voter dans les foyers. Donc, il y a 2 foyers, le foyer du gouvernement et le foyer de l'opposition. Et un foyer, à chaque fois qu'il y a un vote, un foyer est le pour et l'autre foyer est le contre. Donc, on se met en ligne et les greffiers sont dans les foyers et identifient si on a voté pour ou contre un projet de loi. Et les cloches sonnent maintenant pour 30 minutes, donc ça nous donne le temps de faire la queue leu-leu avec 2 mètres entre chaque. Okay. On porte nos masques en chambre, sauf quand on parle. Les employés, on les limite quand ils entrent dans le bureau. Moi, je suis chanceuse, j'ai un employé et aujourd'hui, une stagiaire qui commence. Alors, on a un grand bureau. On peut respecter les mesures, mais on a vraiment pris des mesures là et ça va continuer parce qu'on veut s'assurer qu'on ne contribue pas au nombre d'infections parce qu'on le voit en Ontario, là, ça commence à monter. Oui. Et c'est épeurant. Parce qu'on entend même justement parler aujourd'hui dans les coulisses d'un possible retour à la phase 2, à l'état. Deuxième vague, oui. Deuxième vague, mais en termes de gouvernement et les mesures, si on retourne à la phase, à l'étape 2, ça veut dire que tous les gyms, tout ce qui a pu ouvrir à l'étape 3, non. Donc, on ne veut pas se rendre là.
on veut vraiment, parce qu'on a fait beaucoup de progrès et on ne veut pas tout défaire ça. Alors, c'est vraiment important là, qu'on reprenne les choses en main parce que on veut vraiment, vraiment pas retourner dans cette situation-là. Êtes-vous d'accord, vous et le Parti libéral, avec les mesures que Doug Ford prend actuellement? Je pense qu'en ce moment, en termes pour les entreprises et les mesures qui doivent être prises pour la distanciation et tout ça, le nombre de personnes qui peuvent se mettre ensemble, ça a été guidé par des experts, puis ça, c'est correct. Mais pour le plan pour l'éducation, toute la rentrée scolaire, c'était un désastre. Désastre, Annie, parce que même on parle à des enseignants. Moi, ma meilleure amie est enseignante à Ottawa, dans une école francophone, et j'en entends des histoires et c'est vraiment, c'était pas bien planifié. Les tailles de classe sont extrêmement grandes. Il y a pas mal de monde, oui, hein? Il y a pas mal de monde et c'est juste vraiment mal organisé par le gouvernement parce que, je veux juste donner l'exemple, pour les tailles de salle de classe, il y a même moins d'élèves inscrits. Donc, admettons qu'il y a 28 élèves par classe et qu'il y a la moitié du cours qui ne s'inscrit pas en personne, qui s'inscrit en ligne. Mm-hmm. Au lieu de garder ces classes-là, il les combine et il laisse aller les profs. Donc, là, ça fait encore des classes de 29, 28, au lieu de garder des classes de 15 que tous les experts avaient dit qu'ils étaient nécessaires. Sick Kids Hospital, CHEO, tous les experts dans le domaine médical avaient dit, c'est la taille des salles de classe, c'est très important et le gouvernement n'a pas écouté. Est-ce que vous allez discuter de ça en chambre, Amanda? Oui. Ça, c'était les questions à la période de questions. Ça a été les questions dans les dernières semaines à travers les médias aussi parce qu'on ne siégeait pas encore, on ne pouvait pas poser les questions. Non. Mais ça a été vraiment, là, c'était affreux. Et même là, on n'a pas réduit la taille des salles de classe. La seule chose qu'on demandait, ils ne voulaient pas le faire. Alors ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose qui est arrivée la semaine dernière, c'est qu'il y a eu le rapport en anglais, c'est le Financial Accountability Officer, il faudrait que je trouve en français, mais ça, c'est un bureau indépendant qui évalue les finances de l'Ontario. Et ça a été confirmé dans le rapport que les mesures directes prises pour la COVID, c'était 97 fédéral et 3 provincial. Okay. Mais c'est M. Ford prend le crédit pour tout avoir aidé, mais vraiment, il faut se souvenir que l'argent vient du gouvernement fédéral. Puis on les remercie pour ça. C'est votre parti. Ouais. Moi, je vais revenir à la chambre. Il y a toujours des étudiants hein, en chambre? Pardon? Il y a de jeunes étudiants en chambre, tu sais, qui vont porter des papiers. Les pages! Moi, j'étais page. Les pages, excuse-moi, les pages. J'étais page au Sénat. Oui, bon. Est-ce qu'ils sont là cette année? Je pense pas qu'ils sont là en ce moment. J'ai pas remarqué, honnêtement, Annie, parce qu'ils sont tellement discrets d'habitude parce que ils sont partout dans le ouais. Et vu que j'ai pas parlé ce matin, j'ai pas eu à demander rien. Mais je pense pas qu'on prendrait la chance. Il n'était pas là quand on a quitté en juin puis en juillet. Donc, on essaie de limiter. Il n'y a aucun visiteur, d'ailleurs, qui a le droit de rentrer. Alors, c'est vraiment strict. Il faut porter le masque partout dans la législature, même dans les coulisses. Ouais. On se fait poser les questions en rentrant, les questions standards. Alors, c'est vraiment... c'est tout un autre monde, c'est notre nouveau normal, là, vraiment, mais on prend les mesures et là, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire avec les cas qui augmentent, parce que ça, c'est important. Et on poursuit avec Amanda Simard, qui a fermé son bureau de circonscription à Rockland dernièrement. Elle n'a désormais qu'un seul bureau, celui d'Hawkesbury, pour répondre aux demandes des gens de sa circonscription. Je me suis entretenue avec elle plus tôt cette semaine pour comprendre les raisons de cette fermeture. Amanda Simard, dernièrement, vous avez déménagé vos bureaux de Rockland. Maintenant, il y en a juste un pour servir les gens de votre circonscription. Puis, il est à Hawkesbury. Pourquoi vous avez déménagé, vous avez quitté Rockland? Mm-hmm. Donc, le bail se terminait au mois de mai.
Et une bien bonne chance que j'ai quitté et que je ne l'ai pas renouvelé parce que les bureaux ne sont pas ouverts avec la pandémie. Alors, je suis bien contente que j'ai pu pas renouveler et utiliser l'argent des contribuables pour un bureau qui ne peut même pas être ouvert. Alors, moi, je suis dans une situation vraiment chanceuse, je dirais, parce que les autres députés veulent se débarrasser de leur bureau, justement, parce qu'on a juste un certain montant à chaque année et maintenant, ils sont pris dans des bails en ce moment et doivent continuer à payer. Alors, moi, le timing était parfait. Et on a notre bureau mobile si jamais on a besoin vraiment d'aller rencontrer les gens. On a une imprimante mobile, on a l'Internet mobile et on se rend sur place pour rencontrer les gens et ça va très bien. Et les gens qui travaillent sur Franklin, ils vont devoir téléphoner à Hawkesbury. Ils peuvent plus se rendre sans avoir à téléphoner dans un bureau. Ben, même les gens de Hawkesbury ne peuvent pas se rendre à Hawkesbury parce que les bureaux ne sont pas ouverts. OK, à cause de la pandémie. Tout est virtuel. Tout est virtuel et les employés travaillent de la maison en ce moment. C'est pas sécuritaire. Et il y a même des députés qui parlent de complètement aller virtuel, même après. Moi, je ne vais pas loin comme ça. Mais c'est vraiment, on est en 2020, on a tous les outils nécessaires. On se rend chez les gens, on peut même se déplacer. On avait commencé à faire ça avant la pandémie. Okay. C'est beaucoup plus facile pour eux. Et dans un comté grand comme Glengarry, Prescott Russell, c'est bien important qu'on puisse se rendre aux gens et de ne pas qu'eux aient à se déplacer, surtout les gens un peu plus âgés. Exactement, ceux qui n'ont pas de voiture. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé. On a notre imprimante mobile, on a l'Internet, on peut se rendre, on peut les rencontrer. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon puisqu'on enlève ce stress-là chez les gens. Alors, ça nous a vraiment fait penser comment nos pratiques, comment on opère nos bureaux. On voulait le faire avant la pandémie, mais là, avec ça, on a beaucoup plus de fonds maintenant, qui est l'argent des contribuables. Il faut être très, faut vraiment être responsable avec cet argent-là et de le mettre dans un loyer que ça serait gaspillé en ce moment. Comment peux-tu justifier? On garde les statistiques et c'est probablement, je pense, c'est 80%, 90% des demandes viennent de Hawkesbury. Alors, c'est pour ça que même avant, on voulait garder au moins le bureau de Hawkesbury. Beaucoup de cas qui avaient besoin de là. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste vraiment un endroit où est-ce qu'il y a une grande demande pour avoir le service en personne, qu'on offre toujours, mais c'est sur rendez-vous, puis on se déplace. Mais les bureaux sont, même à Hawkesbury, c'est encore fermé. Et il y a la conversation avec des députés, même en ce moment à Queen's Park, pour complètement aller virtuel en 2020 parce que c'est vraiment le real estate. On va le voir après la pandémie commerciale. Beaucoup d'entreprises, des petites entreprises qui commencent à repenser leur modèle. OK, parfait. Mais merci beaucoup pour ces explications, Amanda. Eh bien, depuis une semaine, les étudiants ont repris le chemin de l'école. Les conseils scolaires ont instauré des mesures de protection et d'hygiène dans leurs établissements que tous doivent suivre. Mais pour certains élèves, c'est plutôt le chaos qui règne dans l'organisation sanitaire. On écoute 3 étudiants de l'École secondaire catholique L'Escale qui parlent de la situation. Un manque de communication dans l'administration qui a fait en sorte que, oui, il avait pensé à beaucoup de choses, mais en pratique, ça ne marchait pas nécessairement. Donc, jusqu'à cette semaine, il y a encore des modifications qui sont faites au niveau de la sortie des classes, comment que les pauses sont prises, comment on peut utiliser les toilettes, parce que 150 élèves qui vont à la même toilette, parce qu'on a accès à uniquement une toilette par niveau. Donc, si on est 150 par niveau, bien, 150 personnes dans une toilette, c'est un petit peu difficile. Je vous vois des fois à l'extérieur et puis vous êtes vraiment collés les uns aux autres, hein? Je dirais qu'ils s'attendaient que une fois être dehors, c'était plus leur problème, mais on est encore sur le territoire de l'école, puis on dirait qu'ils ne nous gèrent plus, mais là, on dirait qu'ils essayent, mais leur règlement, il change d'une journée à l'autre, on n'est plus trop sûr qu'est-ce qu'on suive, où elle est. C'est vraiment
le bordel, honnêtement. Vous vous sentez pas en sécurité? Vous vous sentez comment? Ben, je peux pas dire qu'on se sent pas en sécurité. On sent peut-être qu'il y a eu un certain manque de communication, vraiment plus qu'un manque de... Parce que oui, il y a eu beaucoup de travail qui était fait derrière la planification de la rentrée, puis la façon que les classes marchent. Parce que la façon que dans l'école, ça marche quand même très bien. Autre le fait, les toilettes, là, c'était vraiment le seul accrochage, mais on croise pas beaucoup de gens dans les couloirs, autre que le matin quand on arrive. Les pauses sont séparées, les locales sont désinfectés à toutes les fois qu'on le quitte. Les classes sont divisées par niveau, puis on a des secteurs dans l'école où est-ce que les élèves par niveau sont divisés. Donc, tout nécessairement, on va pas avoir de contact avec les 9e années, vu que je suis en 12e. Donc, ça réduit un petit peu le contact, mais une fois à l'extérieur, on va y perdre le contrôle. Le concept, je sais pas s'ils imaginaient que les jeunes étaient pour être plus responsables, qui aurait été souhaitable, mais malheureusement, on voit un certain relâchement et de la part des élèves et de la part de l'administration une fois qu'on est à l'extérieur de l'école. Puis dans les classes, comment ça se passe? Êtes-vous nombreux, premièrement, et deuxièmement, êtes-vous près les uns des autres ou il y a une distance de 2 mètres qui se fait? Il y a pas de distance. Les classes sont normales, comme qui était l'année passée. Moi, dans ma classe d'anglais, on est 32. Puis on est 32 élèves, qui est comme en rangée d'oignons comme les années passées. So, il y a aucun plexiglas qui nous sépare, on a juste nos masques. Puis là, comme si, mettons, un élève prend une collation, il n'y a pas son masque pour manger. So... Vous mangez à la cafétéria? Ils ont réservé la cafétéria pour 50 personnes maximum. Et c'est seulement pour les cours spécialisés comme les cours d'éducation physique, les cours d'art, les cours d'informatique, parce que les gens ne peuvent pas vraiment manger dans leurs locaux. Sinon, ils nous disent qu'on a le droit de manger dans les classes ou de manger à l'extérieur. Mais rendu à l'hiver, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Ils nous recommandent pour l'instant fortement, je ne sais pas si vous avez vu quand que les cloches ont sonné, tout le monde est sorti dehors. Parce qu'ils nous recommandent très fortement de quitter l'école, ce qui est raisonnable, puisque dehors, c'est un petit peu mieux. Mais il faut se souvenir qu'on est soit 80 du temps à l'école durant l'hiver. Donc, il va y avoir un problème, certes, une fois rendu où la température sera plus adéquate. Puis on n'a pas de casier non plus. Donc rendu à l'hiver, ça peut porter problème sérieux. Les bottes, surtout pour le primaire, les bottes, les jambières, les sacs dans les classes, ça va être un encombrement certain. Alors, beaucoup d'incertitudes en ce moment. Merci beaucoup à vous trois. Et Valoris pour enfants et adultes de Prescott Russell lance un nouveau site web, une nouvelle identité visuelle, navigation facilitée, section dédiée à la Fondation Valoris et restructuration du contenu autour de sujets et de questions qui touchent la communauté. Le site web de Valoris a été amélioré pour rendre justement les services de l'organisation plus accessibles et aussi plus faciles à comprendre. Il y a souvent des sites web qui sont compliqués. Vaut mieux toujours faire simple. Ce nouveau site a été bâti pour s'adresser autant à un parent à la recherche des services appropriés pour son enfant qu'à un adolescent avec un besoin d'informations plus précis ou encore à un membre de la communauté pour des questions d'ordre plus général. Parmi les améliorations, on peut noter un nouveau bouton « Besoin d'aide » qui permet à l'utilisateur de contacter rapidement Valoris, qu'il soit sur son cellulaire ou sur son ordinateur. En plus d'une section « Événements » entièrement revampée et l'ajout de foires aux questions pour certains sujets, le site web de Valoris offre maintenant l'option aux utilisateurs de s'abonner à une infolettre. Eh bien, la pandémie de la COVID-19 a posé de nombreux défis pour tout le monde, mais surtout pour les aînés. Le gouvernement fédéral veut continuer d'améliorer la qualité de vie des aînés et aussi de leur fournir les services dont ils ont besoin dans leur communauté. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme du gouvernement fédéral qui peut aider à soutenir la population croissante d'aînés au pays. Il favorise un vieillissement en bonne santé en appuyant financièrement des organisations, dis-je bien, qui habilitent les aînés et leur offrent la possibilité de devenir des membres actifs de leur communauté. Alors, si une organisation a une idée de projet qui peut soutenir les aînés touchés par la COVID-19 ou qui les aiderait à rester informés, à s'engager et à tisser des liens avec leur communauté, bien, elles sont invitées à soumettre une demande de financement dans le cadre du PNHA. Les organisations de tout le Canada peuvent déjà présenter leur demande et ont jusqu'au 20 octobre pour le faire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était votre TVC Nouvelle du 17 septembre. C'était Annie Lafortune. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine.
Bonne semaine. Au revoir.